La nuit, je mens de Alain Bachung. En fait, semble-t-il que l'on ment non seulement la nuit, mais de 2 à 3 fois par jour. Mais si l'on ment, notre corps, lui, ne ment pas et c'est sur cette base que repose l'utilisation du polygraphe. Cet appareil que vous connaissez qui est utilisé pour déterminer si une personne ment ou non, qu'on appelle aussi un détecteur de mensonges. Jacques Landry est polygraphiste. Au cours de sa carrière, il a effectué des milliers de tests en utilisant le détecteur de mensonges. C'est un lieutenant à la retraite de la Sûreté du Québec qui est président de Polygraphie Jacques Landry Incorporé. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour, M. Coulon. Vous allez me dire la vérité au cours des prochaines minutes? Je vais essayer, en tout cas. Dites-moi, M. Landry, bon, polygraphiste, mais président de Polygraphie, Jacques Landry, donc vous avez votre propre compagnie de polygraphie. Comment ça fonctionne? Les gens vous appellent et demandent... qu'est-ce qu'on vous demande, en fait? Bien, on me demande de rencontrer des personnes afin de déterminer si ces personnes-là disent la vérité, dans le contexte que c'est des mandats qui viennent maintenant majoritairement de firmes beaucoup plus privées, que ce soit des firmes d'avocats, des assureurs qui ont des litiges, des compagnies, des majeurs, ou encore ça peut être lié à différents organismes gouvernementaux, là, que ce soit la protection de la jeunesse, que ce soit le ministère, certains ministères là, pour lesquels les policiers de la Sûreté du Québec qui sont polygraphistes n'ont pas de mandat spécifique. Non. Vous-même, donc, vous utilisez le polygraphe depuis 21 ans. C'est une invention qui remonte à 1975. Comment ça fait? L'invention, non. L'invention remonte à beaucoup plus tôt que ça. C'est un médecin qui, au début du siècle, ça fait plus de 100 ans, découvrait qu'il croyait qu'il y avait des patients qui étaient peut-être pas trop crédibles selon les versions qu'il leur donnait. Et puis, il s'est posé la question s'il y avait un changement qui se passait lorsque ces patients-là, qui croyaient peut-être hypochondriaques, venaient le voir. Et puis, il a posé le brassard sanguin, en posant les mêmes questions, quels sont vos symptômes, et ainsi de suite. Et il s'est aperçu que ceux qui croyaient qu'ils n'étaient pas véridiques sur les symptômes, bien, la pression artérielle augmentait. Ça a débuté comme ça il y a plus de 100 ans. Et justement, comment... Oui, excusez-moi, allez-y. Non, ça a débuté comme ça plus de 100 ans et de plus en plus, ben, il s'est aperçu donc que c'était le système nerveux involontaire qui réagissait quand les personnes mentaient. Et il s'est ajouté 5 autres composantes au polygraphe qui détectent entre autres la pression sanguine, le rythme de la respiration, la sudation, transpiration et le volume sanguin au niveau des extrémités des doigts, donc à l'aide d'un plétismographe, un beau grand mot, mais ça vient sonder le volume sanguin dans le bout des doigts. Et comment ça fonctionne justement? Bon, on vous appelle, on dit voilà, j'ai des doutes sur telle ou telle personne. Bon, j'imagine que d'une part, ça se fait toujours sur une base volontaire. La personne doit accepter de se soumettre à un test de détecteur de mensonges? Oui, tout à fait. Vous avez pleinement raison. Il faut que la personne soit volontaire. Il faut avant tout que l'enquête ait ciblé une personne qui a un lien direct, donc qui peut être probablement celui qui dit pas la vérité relativement à un événement. Et il doit venir me rencontrer, on prend un rendez-vous et il y a 3 phases à un examen. On doit valider si la personne est apte physiquement ou psychologiquement. Et après ça, on lui explique le fonctionnement de l'instrument. On va également valider avec lui sa version des faits et structurer les questions. Reviser les questions avec lui à l'avance. Il n'y a pas de questions surprises, toutes des questions qui se répondent par oui ou non. Il y a 3 séries de 10 questions. Les mêmes 10 questions sont posées. Et après ça, on fait l'analyse des graphiques obtenus. Et on dit si l'individu a réussi ou non réussi son examen. Et bon, vous parlez de 10 questions, 3 séries de 10 questions. 7 de ces questions sont des questions complètement neutres, votre nom, votre adresse, etc. Et il y a 3 questions seulement qui sont directement liées au fait, au litige? Exactement. Il y a 3 questions reliées au litige. Je trouve qu'il y a également 3 questions qu'on appelle des questions de comparaison qui sont en fonction des facteurs de motivation pourquoi une personne aurait pu impliquer là-dedans. Donc, assez similaire au litige. Un exemple, le mensonge, la tricherie. Quelqu'un ferait une réclamation, une fausse réclamation d'assurance, ben, il y a du mensonge qui a été fait à date, donc, parce qu'il a fait une fausse plainte. Il tente de tricher le système, puis il pose un geste illégal. Il est fort possible qu'il y ait des questions là-dessus aussi. Donc, sur les facteurs de motivation, il peut y avoir des questions également. Une collègue de travail me disait hier, oui, mais moi, passer un test un détecteur de mensonge, je serais tellement nerveuse que je passerais automatiquement pour une menteuse. Comment distinguer justement une réaction nerveuse à une réaction du fait qu'on a menti physiologique finalement? Voyez-vous, c'est que
c'est normal, premièrement, que votre collègue vous ait dit ça. C'est tout le monde inconnu crée un peu de stress, d'angoisse, d'anxiété, de nervosité. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur des 10 questions, il y a des questions neutres aussi banales, comme vous disiez. Excusez, sommes-nous aujourd'hui samedi, demeurez-vous au Québec. Ça nous permet de voir si le niveau d'anxiété, donc de nervosité. Et chaque question est espacée par 25 secondes. Il est impossible que 25 secondes plus tard, lorsqu'on arrive avec les questions sur les faits, surtout lorsqu'elles ont été connues, revisées et préparées, la personne, un rythme cardiaque qui serait peut-être normal lorsque la personne est nerveuse de 80, tout d'un coup passe à 120. C'est vraiment du mensonge, parce que le mensonge, lui, crée une réaction au niveau du système nerveux involontaire. C'est les glandes surrénales qui envoient de l'adrénaline au cœur et tout augmente en même temps. C'est comme ça que la fiabilité est à ce point bonne. Justement, la fiabilité, quelle est-elle, la fiabilité? La fiabilité, j'imagine qu'il y a une marge d'erreur quand même. Oui, tout à fait. Encore une fois, comme je disais à votre recherchiste, la marge d'erreur vient principalement des personnes qui ont des problèmes au niveau physique ou qui prennent une certaine médicamentation qu'on n'a pas été capable de déceler, qui nous ont pas parlé. Mais on devrait être en mesure de le voir. Donc, la fiabilité va quand même descendre. À ce moment-là, on pourra remettre l'examen ou dire que le test est non concluant. Mais les études américaines parlent de fiabilité aux alentours de 95 %. Mais je vous dirais qu'au niveau empirique, là, parce que avant tout, le polygraphiste est également un spécialiste en interrogatoire. Et une fois que le résultat est connu, il va tenter d'obtenir la nouvelle version. Il va vérifier s'il n'y aurait pas de nouvelle version à obtenir. Et lorsqu'on a une nouvelle version, je dirais que le taux de fiabilité est environ 90-95 % également. Quelle suite, bon, là, un client vous appelle, vous faites passer un test, un détecteur de mensonges à un client en question qui accepte, évidemment, on l'a compris, sur une base volontaire. Finalement, vous vous rendez compte, par exemple, dans le cas d'une réclamation d'assurance, que la personne a menti. Quelle suite est donnée parce que vous me corrigerez, mais ce n'est pas accepté ou reconnu en cours criminel, par exemple, le polygraphe. Donc, non, en cours criminel, ça ne l'est pas. Au niveau civil, par exemple, comme d'un litige au niveau de l'assurance ou autre, ça peut l'être. Et c'est le juge qui détermine s'ils acceptent une partie, l'ensemble ou seulement que la version après l'examen. Et tout ça, il prend en considération et souvent, c'est admissible. C'est des questions de droit à ce moment-là. C'est du cas par cas. Et c'est pour ça que l'examen, tout l'examen est enregistré audio-vidéo et peut faire preuve de preuve à la cour, justement, plus tard. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte au civil et pas au criminel? Encore une fois, je pense qu'à cause de la petite marge d'erreur, vous savez qu'au civil, c'est le niveau de la preuve prépondérante qui prime, tandis qu'au criminel, la preuve doit être hors de tout doute. Et tant qu'il y aura la marge d'erreur qu'il y a dans le moment, je pense que c'est tout à fait légitime que les cours criminels regardent l'ensemble de la preuve et que cet élément-là, qui pourrait être disproportionné à tous les autres éléments de preuve, viendrait jeter une ombre là, sur la pertinence de tous les éléments de preuve. Vous dites, pour le moment, est-ce à dire qu'on continue d'améliorer la technique? Tout à fait, vous avez raison. C'est qu'à tous les ans, il y a différents séminaires de spécialistes. On s'aperçoit que, un exemple, le nouveau programme nous permet, avec l'amplitude des courbes lui-même, le programme fait un calcul mathématique des graphiques obtenus. Il nous donne sa propre évaluation et c'est très fiable. C'est de plus en plus fiable. On travaille sur de nouvelles composantes comme la dilatation des pupilles de l'œil et on n'a pas encore, c'est-à-dire les chercheurs n'ont pas encore finalisé cette option-là, mais il y a des recherches qui se font pour, encore une fois, améliorer. Notre corps nous trahit, finalement, M. Landry. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui, notre corps nous trahit régulièrement. Puis, je donne toujours comme exemple, vous savez, on a tous des amis ou des personnes qui, lorsqu'ils sont mal à l'aise, deviennent sanguines, là, puis deviennent rouges. Cet état de mal à l'aise-là reflète, encore une fois, l'anxiété. Si c'était si évident que ça sur toutes les personnes, bien des fois, on n'aurait pas besoin de polygraphe. On ferait juste poser la question, on regarderait sa personne. Mais le système nerveux involontaire fait la même chose. Ouais. Lorsqu'on ment, parce que nos valeurs, on brise nos valeurs, mais notre système nerveux involontaire réagit automatiquement. Est-ce que tout le monde ment, M. Landry? Est-ce qu'on vit dans un monde de menteurs? je serais porté à vous dire que probablement que oui, sauf qu'il faut faire attention. Il y a différents types de mensonges. J'expliquais, si votre conjointe arrive avec une nouvelle coupe de cheveux, elle vous demande si vous aimez ça, si votre réponse est, c'est différent, il est fort possible qu'elle ait des doutes sur votre réponse. Oui. Mais ça, c'est un petit mensonge. Exactement.
Ouais. C'est un mensonge tout de même. Il y a des mensonges par omission, il y a toutes sortes de types de mensonges, vous savez. En terminant, je ne sais pas si vous avez vu le film L'affaire Dumont, Monsieur Landry. Oui, vous l'avez vu sur l'histoire de Michel Dumont, faussement accusé de viol. Et on sait que, en prison, il a toujours refusé de suivre la psychothérapie qui lui était offerte parce qu'il disait, écoutez, je suis coupable de rien, j'ai jamais violé. Et à un certain moment, je pense que c'est son agent correctionnel qui lui soumet à un test de polygraphe qui est assez spécial. Moi, j'en avais jamais entendu parler. On met en fait, je sais pas si ce sont des électrodes sur son pénis et on lui fait visionner des images de films érotiques ou de films pornographiques pour mesurer sa réaction finalement. Ça existe vraiment, ce type de test? Ouais, mais ça, c'est vraiment pas de la polygraphie. Ça, c'est vraiment au niveau des traitements ou des déviances ou des attraits sexuels qui sont faits par des médecins en milieu carcéral. Il y a différentes thérapies qui utilisent ça pour voir ce qui crée chez l'individu une réaction. Ça n'a pas de lien vraiment avec la polygraphie. Donc c'est pas du tout le même système en fait. Non, oubliez ça. Nous, il n'y a aucune électrode, il n'y a aucune manipulation, aucune demande au niveau il n'y a aucune composante qui est placée chez les organes génitaux de qui que ce soit. Là. Écoutez, Jacques Landry, c'est fort passionnant tout ça. On dit à beau mentir qu'il vient de loin, mais vraiment...